Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Ça me ferait vraiment plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram qui est en description, à rejoindre mon Discord et aussi pensez à lâcher un pouce bleu sous chacune des vidéos et à la partager. Yo les gens, c'est Mataga. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça fait longtemps. Mais j'ai beaucoup de choses à faire dernièrement, puis faire un 2, voilà. Mais je vais essayer de ressortir des vidéos, vous inquiétez pas. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va justement, je vais vous présenter les 5 plus gros psychopathes de l'histoire. Pourquoi? Parce que je kiffe ça, je trouve ça ultra intéressant et tout. Donc on commence directement avec le numéro 5, Pedro Rodrigues Filho. Ok, donc en gros, Pedro Rodrigues Filho est né dans une ferme à Santa Rita do Sapucaí, c'est au Brésil. Sachant que Pedro Filho, il est né le crâne fracturé parce que en gros, son père frappait sa mère pendant sa grossesse. Donc déjà, on sent, si tu nais le crâne fracturé, généralement... Voilà quoi. Et donc il a dit, il a affirmé qu'il avait ressenti pour la première fois l'envie de tuer à l'âge de 13 ans, parce qu'il s'était bagarré avec un de ses cousins plus âgés. Son cousin s'en est bien sorti, mais il avait été à l'hôpital, enfin, c'était assez chaud déjà. Donc il tua pour la première fois à l'âge de 14 ans. Il a assassiné le vice-maire d'Alfena, c'est une ville parce que ce vice-maire avait viré son père, qui était un gardien d'école accusé d'avoir volé de la nourriture dans les cuisines. Et il tue ensuite un autre gardien supposé être le véritable coupable. À 14 ans tu tues quelqu'un déjà, c'est pas conseillé, c'est pas normal. Et donc après il se réfugie à Mogi das Cruzes dans l'état de Sao Paulo où il commence une série de cambriolages et abat un trafiquant de drogue. Il y rencontre également Maria Aparecida Olympia, une femme avec qui il partage sa vie jusqu'à son assassinat par les membres d'un gang. Pedro en sort indemne et pour la venger, torture et exécute plusieurs personnes dans le but de retrouver l'identité du gangster à l'origine du meurtre. Donc au final il a réussi, il a buté tous un gang parce qu'ils avaient buté sa meuf. Avant même ses 18 ans, on lui attribue pas moins de 10 morts et plusieurs blessés. Alors qu'il a même pas encore 18 ans. Le mec est mineur, il a déjà plus de 10 morts et pas mal de blessés. Oui. Toujours à Mogi das Cruzes, il abat son propre père allant en prison pour avoir massacré sa mère à la machette. Donc quand on rappelle ses premiers meurtres, il a vengé son père. Ensuite, il tue son père parce que son père a tué sa mère. Pedro découpe un morceau du cœur de son père et le mâche avant de le recracher. Non, fais pas ça Pedro, pourquoi tu lui mâches son cœur? Enfin, c'est dégueulasse. Il est placé en prison et tue 47 de ses co-détenus. Il affirmera avoir tué plus de 100 personnes, donc il y en a 71 qui ont été prouvés que c'était lui. Mais franchement, je pense qu'on peut le croire. En 2003, donc il n'y a pas si longtemps, il est condamné à 128 ans de prison. Et en mode au Brésil, t'as une loi qui dit que t'as pas le droit de passer plus de 30 ans derrière les barreaux. Néanmoins, à la suite de ses nombreux crimes commis en prison, sa sentence est aggravée de 272 années en plus. Finalement, après 34 ans de prison, il est libéré le 24 avril 2007. Il dira lui-même « Je tue pour le plaisir ». Ouais, t'es vachement rassurant. Donc il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que tous les meurtres qu'il a fait, c'était que des criminels. Il a dit lui-même, ces criminels méritaient d'être punis. J'avais eu beaucoup de plaisir à les tuer en utilisant du poignard ou des lames, ce sont mes méthodes préférées. Le 15 septembre 2011, il est arrêté chez lui et accusé pour incitation à la révolte et pour séquestration. Donc aujourd'hui, maintenant, qu'est-il devenu à votre avis? Rodrigues aujourd'hui, il a 65 ans, il est actuellement en liberté, il prétend s'excuser pour tous les crimes violents qu'il a fait, affirmant qu'il a embrassé le christianisme. Avec une transformation positive, Rodrigues mène une vie complètement différente aujourd'hui. Il a écrit une autobiographie sur sa vie et il a une chaîne YouTube où il conseille aux jeunes d'éviter la vie criminelle. C'est très bien ça, Pedro. Bilan, tant mieux, non? Ok, il a eu des erreurs dans le passé, au final c'est des criminels qu'il a tués, bon après il y avait son père, et du coup son père comme il a tué sa mère fait partie techniquement des criminels. Et maintenant il a une chaîne YouTube et il a fait une autobiographie. Voilà, allez, on passe au 4ème, c'est parti. Ok, donc c'est parti maintenant avec le numéro 4, donc qui est pire que celui d'avant, c'est déjà assez chaud. Luis Alfredo Garativo. Donc il est né le 25 juillet 1957 en Colombie. Luis Garativo est un violeur et un tueur en série qui aurait fait au moins 139 meurtres. Normalement, il pourrait y avoir plus de 300 meurtres, mais comme je vous l'ai dit avant, c'est ce qui a été prouvé par les flics. Comme souvent, comme la majorité des psychopathes, donc son père c'était un homme grossier et violent qui l'a battu.
À 16 ans, il a quitté la maison de ses parents et a trouvé un emploi pour obtenir le minimum d'argent nécessaire. Grâce à ça, il est devenu marchand ambulant de petits gadgets religieux. Donc pour le moment, là, tout est tranquille, ok, il quitte la maison à 16 ans, il se trouve un petit boulot, c'est sympa, c'est sympa. Attendez un peu. Donc il se déguisait en moine ou en vendeur ambulant pour mieux approcher ses victimes. Ensuite, il les violait avant de les égorger et de démembrer les corps. Luis Garativo attirait ses victimes en se déguisant et en leur promettant des bonbons, de la nourriture ou du travail. Il les attirait jusqu'à un endroit calme et leur liait les mains avant de les torturer et de les violer. Il les tuait ensuite en mettant à leur côté diverses bouteilles comme de l'alcool, du lubrifiant, son couteau et les abandonnait dans une fosse. Et comme trophée, il prenait des photos de ses victimes. Ok, ouais. Il est pas bien le mec, enfin je juge pas hein, mais... En 1999, il a reconnu les meurtres et les viols de 147 jeunes garçons, tout ça a été confirmé, âgés de 6 à 16 ans, la plupart. Les viols étaient commis principalement sur de jeunes garçons pauvres dont il gagnait la confiance. Le 13 décembre 1999, Garativo a été reconnu coupable de 138 meurtres et condamné virtuellement à 1853 ans de prison. Ouais. Et en gros, comme la peine de mort et la condamnation à la prison à vie ça a été retiré, la peine maximale c'est 30 ans de prison. Ramené maintenant c'est à 60, mais à l'époque c'était 30 ans. De plus, pour avoir avoué ses crimes, Garativo a vu sa peine ramenée à 22 ans de prison par la haute cour de Bogota. Oui, parce que du coup il y a 8 ans, comme il a collaboré 8 ans et qu'ils lui ont été retirés. Parce qu'en fait... il a donné à la police beaucoup d'informations sur l'endroit où trouver les corps et la façon dont il a agi. En tout, leur interrogatoire pour ça a duré 7 heures. Ainsi, Garativo pourrait être remis en liberté que dans l'année 2023. Cependant, le gouvernement équatorien a demandé son transfert pour les crimes commis en Équateur, parce qu'il a aussi fait des trucs en Équateur. Luis Alfredo Garativo purge toujours sa peine actuellement. De peur d'être frappé par d'autres détenus, il est enfermé dans une cellule isolée, séparée des autres. D'après les témoignages des gardiens et du directeur de prison, Garativo a un comportement très gentil et poli qui a surpris les gardes. Et ce qu'il pense, c'est qu'une fois sorti de prison, il va aider les enfants qui ont été victimes de mauvais traitements. Cependant, compte tenu de ce qu'il a fait déjà depuis le début, ça semble peu probable. Hein. Justement, les enfants qui étaient dans le mal, il les tuait. Donc, après, on sait jamais, hein, ça se trouve, il va changer. Regardez Pedro Filho juste avant, il a changé, il a une chaîne YouTube et tout. Donc lui, du coup, Garativo, il sera remis sûrement en liberté. Enfin, normalement, sa peine de prison en Colombie, elle sera finie 2023. Après, il y a l'Équateur maintenant. Il a dit qu'il voulait aider les enfants, donc s'il y a des enfants, tant mieux. Allez, on passe au suivant, le numéro 3. Auquel on enchaîne directement avec le numéro 3, John Bunting. Donc John Bunting, en résumé, c'est un tueur australien qui s'est retrouvé à la tête d'une petite équipe de mecs qu'il a réussi à entraîner dans sa folie. Cet ancien néo-nazi qui aimait torturer des animaux étant enfant était obsédé par l'idée de tuer des pédophiles et des homosexuels. Entre août 1992 et mai 1999, lui et sa bande ont tué 12 personnes, souvent après les avoir torturées. Bunting utilisait sur eux différents couteaux, une scie ainsi qu'un outil de métallurgie servant à leur infliger des chocs électriques aux parties génitales. Les corps étaient stockés dans des bidons d'acide, tous regroupés dans une banque abandonnée. Et ils ont tous été arrêtés en 99, mais ça on le verra un peu plus tard. Donc en tout, John Bunting, il y a 11 meurtres qui ont été confirmés, mais probablement 12. Et en tout, il a tué 11 hommes, une femme, et ils sont tous blancs de 18 à 42 ans. John Justin Bunting naît le 4 septembre 1966 avec un handicap, il n'a pas d'odorat. Il voit le jour à Inala, le deuxième état d'Australie qui s'appelle le Queensland et qui est bordé par la mer de corail. Peu d'informations circulent sur son enfance, mais on sait qu'il s'est fait agresser sexuellement et a été battu par l'ami de son frère alors qu'il avait 8 ans. Forcément, en même temps, si à 8 ans tu t'es battre, t'en sors avec des séquelles. À 15 ans, il a sa première expérience sexuelle qui se solde par la grossesse de sa petite amie. À 20 ans, il prend un travail dans un crématorium et s'intéresse aux armes, à la photographie et à l'anatomie. En 1988, il a 22 ans et il travaille dans un abattoir. Il se vante d'abattre les animaux en disant que c'est ce qu'il aime le plus dans son métier. Je ne ferai pas de commentaires. Il partage un appartement avec son ami Kevin Reid et la petite amie de celui-ci. Durant cette cohabitation, il tuera le chien de Kevin et se découvre une haine féroce envers les homosexuels et les pédophiles. Ce qui va conditionner ses meurtres futurs. En septembre 1989, il épouse Veronica Tripp et devient le beau-père par la même occasion de James qui sera plus tard l'un de ses complices. Le couple emménage dans une petite maison avant de déménager pour gagner Salisbury et la 203 Waterloo Corner Road où il devient voisin de Mark Haydon et ami avec Robert Wagner. Il a à peine 26 ans en 1992 quand il commet son premier meurtre.
à 26 ans. Franchement, par rapport aux autres, c'est peut-être un peu tard. Je ne sais pas. Bon, après, dans la manière dont il tuait les gens, franchement, je pense qu'il est pire. Ah, quoique. Celui d'avant était pas mal aussi. Durant cette année, John Bunting tue les chiens et les chats du quartier et les dissout à l'acide devant son beau-fils James qui l'oblige à regarder. Dans sa maison, il sert d'un mur comme d'un tableau et y accroche ses notes et y érige une sorte de réseau interconnecté de noms de personnes qu'il soupçonne d'être pédophiles ou homosexuels. Qui soupçonne seulement, donc c'est pas forcément confirmé. Il choisit ensuite au hasard un nom et décide qu'un tel ou un tel doit mourir. Ok. Il s'en prend ensuite à un moment à son beau-fils Troy Wood, 21 ans, qu'il tue dans sa maison après l'avoir tiré hors de son lit pendant qu'il dormait. Et James, son autre beau-fils, participait à ce meurtre. Et pendant ce temps-là, il y avait une enquête justement sur lui, et donc il a été mis sur écoute. John Bunting et son complice, Robert Wagner. Les deux hommes ils sont arrêtés le 21 mai, ainsi que James Spirion Vlasakit, 23 ans, et Mark Haydon. Durant son interrogatoire, Bunting reconnaît avoir commis les crimes et avoir torturé ses victimes par haine de ce qu'ils étaient, donc pédophiles ou homosexuels. Et comme détail, il a dit que il enfonçait des cigarettes allumées dans les oreilles de leurs victimes, il leur cassait les genoux, il leur introduisait des allumettes dans le pénis. Pendant les séances de torture, il écoutait l'album Throwing Copper du groupe Live. Pour sa part, il écopera d'une peine de 26 ans de prison et sera maintenu en isolement dans une prison restée secrète. Le 16 octobre 2002, le procès de John Bunting commence et il va durer 12 mois, soit le plus long de l'histoire du sud de l'Australie. Le procès rencontre des difficultés avec le jury, un juré a refusé de continuer en raison de l'horreur de l'affaire, 3 jurés se sont aussi retirés. Le 8 septembre 2003, John Justin Bunting est confirmé de 11 meurtres et est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, donc actuellement toujours en prison et il pourra pas sortir. Allez, on enchaîne du coup avec le deuxième, on se rapproche de la fin, Jeffrey Dahmer. Allez, donc on enchaîne avec l'avant-dernier, Jeffrey Dahmer. Donc Jeffrey Dahmer, il est né le 21 mai 1960 à Millwalk. Il était surnommé le cannibale de Millwalk et c'est un tueur en série américain qui a avoué avoir assassiné 17 jeunes hommes entre 78 et 91. Ces meurtres comportaient des viols, des démembrements, de la nécrophilie et du cannibalisme. Et c'est tout. Lorsque Jeffrey a 8 ans, lui et sa famille déménagent à Bath dans l'Ohio. Dahmer entretient très peu de relations sociales entre 10 et 15 ans. À cette époque, il tourne autour de son voisinage à la recherche d'animaux morts qu'il amène et dissèque chez lui. Il cloue des animaux sur des troncs d'arbres, dont une tête de chien qui était empalée sur une branche. Dahmer commence à boire durant son adolescence, ayant toujours une flasque d'alcool dans son cartable ou sa veste, et il devient alcoolique durant sa période universitaire. Donc déjà à partir du moment où tu vas chercher des animaux morts, c'est que t'es mal barré, t'es pas bien dans ta tête. En 1977, ses parents divorcent. Dahmer étudie à l'université d'État de l'Ohio, mais quitte ses études car il est devenu alcoolique. Pour cette raison, son père le force à s'engager dans l'armée. Dahmer se conduit bien à ses débuts dans l'armée, mais il est démis de ses fonctions parce qu'il est alcoolique. En 1982, Dahmer emménage avec sa grand-mère à West Allis où il vit pendant 6 ans. Durant cette période, Jeffrey adopte un comportement de plus en plus étrange. Ça va être pire en pire. Sa grand-mère découvre un magnum sous son lit. Des odeurs nauséabondes émanant de la cave. Dahmer explique à son père qu'il a amené un écureuil mort à la maison et qu'il l'a dissous à l'aide de produits chimiques. Et son père ne dit rien. Enfin, si quelqu'un fait ça, c'est pas normal généralement. Il est arrêté pour exhibition sexuelle en 1982. Parce qu'il s'était masturbé en public. C'est bon pour vous. Durant l'été 1988, sa grand-mère lui demande de quitter la maison. Tu m'étonnes. Le 26 septembre 1988, une journée après avoir emménagé à son appartement, il est arrêté pour avoir drogué et sexuellement abusé d'un mineur de 13 ans à Millwalk. Il est condamné à 5 ans de prison avec sursis et 1 an en centre de semi-liberté. Il bénéficie d'une remise en liberté conditionnelle 2 mois avant la fin de sa peine et déménage dans un nouvel appartement. Peu après, il commence une série de meurtres qui conduira à son arrestation en 91. Dahmer commet son premier meurtre en juin 1978 à l'âge de 18 ans. Dahmer reste seul, il emmène un autostoppeur Stephen X et lui propose de boire quelques bières chez lui lorsque X décide de quitter le domicile. Dahmer le frappe derrière la tête à l'aide d'un haltère de 5 kg, puis l'étrangle avec ce même haltère. Il le traîne dans une pièce où il le démembre. Bah oui, toujours plus. Dahmer enterre le corps dans le jardin. 9 ans passent avant qu'il ne commette son deuxième meurtre en novembre 87. Dahmer tue un homme de 26 ans, Steven Tuomi, dans un bar sur une impulsion. Il expliquera plus tard qu'il ne se souvient pas avoir commis ce crime. Tu tues des gens, tu t'en rappelles pas. C'est logique, tout est normal. Le 22 juillet 1991, il attire dans son appartement Tracy Edwards, lui met des menottes, lui passe son film favori, c'était L'Exorciste 3, et lui offre une boisson avec des somnifères.
mais ce dernier parvient à l'amadouer, à s'enfuir et à arrêter une voiture de police en patrouille. Les policiers venus en renfort vont alors de découverte en découverte. Tu m'étonnes. Vu le mec déjà comment il était pas bien, il doit cacher des trucs, c'est pas... Tous plus macabres les unes que les autres. Des têtes et des morceaux humains dans son réfrigérateur. Un cœur dans son congélateur. Des squelettes dans son placard ainsi que 3 torses masculins dans un tonneau, rongés par de l'acide. Ainsi que des crânes dans les tiroirs de sa cuisine. Ouais. Bon appétit. Persuadé qu'il pouvait les transformer en zombies, en objets sexuels éternellement jeunes, pour ce faire, il perçait des trous dans le crâne de ses victimes, qui étaient toujours vivantes, et utilisait une grosse seringue pour injecter de l'acide ou de l'eau bouillante dans leur fond. Ça ne fonctionnait pas. Mais en même temps, tu peux pas transformer des gens en zombies en leur mettant de l'acide dans le crâne. En 1992, Dahmer est condamné à 957 ans de prison pour ses 17 meurtres. Il a incarcéré à la Columbia Correctional Institution à Portage. Le 28 novembre 1994, tandis qu'il fait son service de nettoyage au gymnase de la prison, Dahmer et un autre prisonnier, Jess Anderson, ils sont bagarrés avec une barre d'haltères. Avec un troisième, Christopher Scarver. Parce que ce dernier était persuadé que Dahmer ne regrettait pas ses crimes. Je sais pas s'il regrette, honnêtement. Dahmer décède de ses blessures dans l'ambulance qu'il conduisait à l'hôpital. Et t'as l'autre Anderson, là, le Jess Anderson, qui meurt aussi 2 jours après. Résultat, il est mort. Après, actuellement, aujourd'hui, il est mort. Je crois pas qu'il est sorti de sa tombe et il est mort. Allez, on passe au dernier. C'est parti. Allez, c'est parti. Pour le dernier, le pire de tous. Albert Fish. Il est né le 19 mai 1870 à Washington. Il est surnommé le vampire de Brooklyn ou l'ogre de Wisteria, en raison d'un témoignage d'Albert Fish Jr. qui raconte que parfois, lors des nuits de pleine lune, son père ressent une irrésistible envie de viande crue et... D'après son fils. Bon déjà voilà, là je vous ai mis un peu dans le mood. À partir du moment où tu te réveilles, t'as tout le temps envie de viande crue, t'as envie de bouffer de la viande crue, froide, c'est pas... Allez, on continue. Durant la quasi-totalité de son existence, Albert Fish est livré à diverses pratiques sexuelles telles que le voyeurisme, le sadisme, le masochisme, le fétichisme, la flagellation active, la zoophilie, la prostitution et même l'autocastration, la pédophilie, l'ondinisme ou encore la coprophilie. Également cannibale, oui parce que forcément, faut toujours rajouter. Fish a notamment commis ses crimes sur de nombreux enfants, il fut condamné à mort et exécuté sur la chaise électrique. Donc son père est mort d'une crise cardiaque et sa mère ne pouvait pas s'occuper de lui, il est donc placé en orphelinat. Il fut fréquemment puni, fouetté, battu et selon ce qu'il a dit, il découvrit le plaisir de la souffrance physique. Ses camarades eurent aussi l'idée de mettre le feu à la queue d'un cheval. C'est rigolo, ouais, ils sont un peu timbrés. Cet incident marque beaucoup l'enfance d'Albert. Lorsqu'il quitte l'orphelinat à l'âge de 7 ans, le sadomasochisme l'attire. J'ai toujours eu envie d'infliger de la douleur aux autres et que les autres me fassent aussi souffrir. Toute ma vie, j'ai adoré tout ce qui faisait mal. Vous allez voir, c'est que le début. C'est que le début. Son frère aîné lui raconte des histoires sur le cannibalisme et Albert lui demande régulièrement de lui re-raconter pour en rêver la nuit. Tu es timbré, Albert. Tu fais des conneries là. En 1890, Albert Fish part s'installer à New York où il dit être devenu prostitué. Il passe ses week-ends à la piscine ou au bain public pour regarder les jeunes garçons. C'est à cette époque qu'il a commencé à violer de jeunes garçons. Vous arrivez à suivre déjà ? C'est pas fini, ne vous inquiétez pas. Il y a pire qui arrive. Vers 1898, il travaillait comme peintre en bâtiment et dit avoir continué la molestation d'enfants de moins de 6 ans. Plus tard, il raconta son escapade avec un amant qui l'emmena dans un musée de cire où Fish fut fasciné par la dissection d'un pénis. Peu après, il développa un intérêt morbide pour la castration. Durant une relation avec une personne déficiente, qu'il rencontra au milieu d'une orgie dans un train de marchandises en provenance du sud, Fish tenta de lui trancher le pénis avec une paire de ciseaux, mais il avait l'air de tellement souffrir que Fish eut pitié et s'enfuit. À cette période, Fish fréquenta plus régulièrement les bordels où il pouvait être battu et fouetté. En 1903, il fut arrêté pour détournement de fonds et incarcéré à Sing Sing. En janvier 1917, sa femme le quitte. À la suite de ce rejet, Fish commence à entendre des voix. C'est aussi à cette époque qui débutent les automutilations. Il s'introduit des aiguilles dans le corps, notamment au niveau du bassin, qui retirent ensuite. Mais parfois, ils enfonçaient tellement profond qu'il ne pouvait plus les retirer. Plus tard, les rayons X révéleront la présence de 27 aiguilles dans son bassin, ainsi que dans son périnée. À l'âge de 55 ans,
Fish eut des délires et des hallucinations, Dieu lui commandant de torturer et de castrer des petits garçons. Je pense pas que... Enfin... Il dirait pas ça, je crois pas. Les médecins dirent qu'il souffrait de psychose religieuse. Il se mariait en 1930 avec Estella Wilcox pour divorcer une semaine plus tard. Lors de son arrestation, le détective prend pitié des enfants de Fish. En effet, il connaît des difficultés financières et n'a pas d'emploi. Il leur donne $1 pour qu'ils puissent aller s'acheter de quoi manger. Fish aimait beaucoup ses 5 petits-enfants, mais cet amour est marqué par un côté pervers, comme en témoigne cet extrait d'une lettre qui a été adressée à sa petite fille Mary Nichols. Donc je vous en lis un extrait. Ma très chère adorée Marie, la petite chérie de papa. Ainsi, ma petite chérie adorée aura 18 ans le 28. J'aimerais bien être présent car tu sais bien ce que je te donnerai. J'attendrai que tu sois couché dans ton lit pour venir t'administrer 18 bonnes grosses fessées sur ton derrière nu. Maintenant, ma petite chérie, je serai fâché si tu ne m'écris pas bientôt une autre de tes adorables lettres. Si tu me fais trop attendre, je reviendrai te voir pour te donner une autre grosse fessée. Et tu devines où? Bah oui, tout le monde fait ça, c'est logique. Il trouva sa première victime en la personne de Grace Budd. Il dit à ses parents qu'il l'emmènerait à une fête d'anniversaire, mais elle ne reviendra jamais. Il leur envoie une lettre quand il eut fini tout ce qu'il avait à faire. Chère Madame Budd, nous avons déjeuné ensemble. Grace s'est assise sur mes genoux et m'embrassa. Je fixais mon choix sur elle. Au prétexte de l'emmener à une fête, vous avez dit qu'elle pouvait y aller. Je l'emmenai dans une maison à Westchester que je venais de louer. Je lui demandai de rester à l'extérieur. Elle cueillit des fleurs. Je suis monté à l'étage et enlevé mes vêtements. Si je ne le faisais pas, je savais que le sang allait les tacher. Bah oui. Quand tout fut prêt, je l'appelai par la fenêtre, puis je me suis caché dans le placard jusqu'à ce qu'elle entre dans la chambre. Lorsqu'elle me vit nue, elle se mit à pleurer et essaya de fuir par l'escalier. Je l'ai attrapée, elle dit qu'elle se plaindrait à sa maman. D'abord je l'ai déshabillée, comme elle donnait des coups de pied mordais et griffés. Je l'ai étranglée, puis découpée en petits morceaux afin que je puisse emmener la viande dans ma chambre. Je l'ai cuisinée et mangée. Ses petites fesses étaient tendres après avoir été rôties. Ça m'a pris 9 jours pour la manger en entier. Je ne l'ai pas baisée, même si je l'ai regretté. Elle est morte vierge. C'est le truc qu'il a retenu. C'est le seul truc qu'il a retenu, mais gros, mais... Il a été arrêté à 8 reprises entre 1902 et 1933. La première pour tentative d'escroquerie, une autre pour vol dans un magasin où il travaillait. Ensuite, pour des chèques sans provision, il reçoit des condamnations assorties d'un sursis. Il est arrêté en mai 1930 pour avoir envoyé une lettre obscène à une femme noire qui avait répondu à une annonce pour être femme de ménage. À la suite de son arrestation, il est envoyé à l'hôpital psychiatrique de Bellevue pour observation entre 1930 et 1931. Puis il est à nouveau arrêté pour envoi de lettres obscènes. Lorsque la police fouille son appartement, il découvre d'autres lettres, un chat à 9 queues ainsi qu'une carotte et une saucisse de Francfort. Un des policiers constate la présence de matière fécale dessus. Lorsqu'il est questionné à ce sujet, il répond « Je me les fourre dans le cul !» Extrait de certaines... Donc je vous ai trouvé des extraits de certaines lettres qu'il a envoyées. Cher miel de mon cœur, je goûte déjà à votre délicieuse pisse, votre délicieux caca. Il faudrait faire pipi dans un verre que j'avalerai devant vous jusqu'à la dernière goutte. Dites-moi quand vous voudrez faire la grosse commission, je vous allongerai sur mes genoux afin de lever votre jupe, baisser votre culotte et placer dans ma bouche contre votre délicieux gros cul de miel pour avaler votre beurre de cacahuètes, aussitôt qu'il jaillira. Frais et chaud à la fois, voilà comment ils le font là-bas à Hollywood. Voilà déjà la première lettre, une autre lettre. Ma très chère et délicieuse petite fille Grace, je suis ton esclave et tout ce que je possède est à toi. Bite, couilles, cul et tout l'argent que tu désires. Si tu étais ma délicieuse épouse, tu n'aurais pas peur de moi. Oh fille de mon cœur, comme je t'adorerais, et comment embrassade, baiser, fesser, puis t'embrasser là où je viens de te fesser. Ton délicieux gros cul magnifique, tu n'auras plus besoin de papier cabinet pour te torcher ton délicieux gros cul, car j'avalerai tout, puis lécherai ton délicieux cul jusqu'à ce qu'il soit propre avec ma langue. Voilà, c'est un extrait de Deleuze, je pense qu'on en a assez dit. Je pense que vous avez compris le mec, à quel point il était... C'est pour ça que c'est le premier d'ailleurs. Fish arrive en mars 1935 et fut exécuté le 16 janvier 1936 sur la chaise électrique à Sing Sing. Il entra dans la salle à 23h06 et la mort fut prononcée 3 minutes plus tard, donc à 23h09. Il fut enterré au cimetière de la prison. Il est tenu pour avoir dit que l'électrocution serait le tressaillement suprême de ma vie. Il a dit ça. Juste avant que le commutateur ne fût actionné, il déclara « Je ne sais même pas pourquoi je suis là. » Tu sais pas pourquoi t'es sur la chaise électrique, mais... T'as vu tout ce que t'as fait dans ta vie ou... S'accordant à dire les témoins présents, il fallut 2 décharges électriques avant que Fish ne meure, ce qui contribua à la légende de l'appareil se mettant en court-circuit à cause des aiguilles que Fish s'était insérées auparavant dans le corps.
Et il avait tendance à envoyer des lettres à chaque fois aux parents des gens qu'il avait tués, donc il disait qu'il était fasciné par le cannibalisme. Du coup, dans ses lettres, il décrivait la manière dont il cuisinait et dégustait les enfants. Voilà, je pense qu'on en a assez dit sur Albert Fish. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais tenter de refaire pas mal de vidéos. La semaine prochaine, la semaine d'après, on va voir un peu le rythme, ce sera quoi. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu pour vous donner cette vidéo. À monter, à faire les recherches et tout, m'a pris environ 10 heures. 10 heures pour tout ça. Pas cumulé, oh non, parce qu'il fallait que je fasse des pauses. Mais voilà, c'était ultra long, j'ai voulu vraiment faire un truc qui... J'avais trop envie d'en parler, en fait, je m'étais renseigné et tout. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!